L'amour, c'est une affaire de choix. Du moins, c'est ce qu'on croit. On pense qu'on choisit librement notre partenaire, qu'on évite le type d'homme ou de femme qui nous a fait souffrir par le passé et qu'on va pouvoir enfin trouver la bonne personne. Mais malgré tous nos efforts, on peut retomber dans les mêmes dynamiques, avec les mêmes déceptions, les mêmes échecs et le même cœur brisé. Et si en réalité, ce n'était pas vous qui choisissiez vos partenaires, mais votre système nerveux autonome? Et si votre passé dictait vos relations sans même que vous en ayez conscience? Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Clotilde Dussoulier, je suis Master Coach certifiée, je suis autrice et la fondatrice de l'entreprise de coaching Change ma vie. Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France, avec plus de 4000 personnes accompagnées. Et sur cette chaîne, je vous propose chaque semaine des outils précis et concrets pour transformer votre vie de l'intérieur. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun épisode. Aujourd'hui, on va parler d'amour, on va parler de schémas répétitifs et du rôle surprenant de notre système nerveux avec Sandy Kaufman, qui est coach en amour et autrice d'un livre passionnant sur les relations et la régulation émotionnelle. Ce livre s'appelle S'ouvrir à l'amour et il est paru aux éditions Erol. Donc dans cet épisode et à travers cet échange entre Sandy et moi, vous allez découvrir pourquoi est-ce que vous répétez inconsciemment certains schémas amoureux. Quel est le lien entre ce que vous avez vécu dans votre enfance, votre système nerveux et vos choix en amour? Et vous allez découvrir comment identifier ces schémas avant de vous engager dans une nouvelle relation. On va vous confier des outils concrets pour que vous puissiez transformer votre manière d'aimer et d'être aimé. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, cette conversation va énormément vous éclairer et peut-être même changer votre façon de voir l'amour. Alors si vous êtes prêt ou prête à comprendre ce qui se joue pour vous dans l'espace de votre couple, c'est parti. Bonjour Sandy et bienvenue sur Change ma vie. Bonjour Claudine, bonjour à tout le monde. Je suis ravie de t'accueillir. Sandy, est-ce que tu veux nous donner quelques mots de présentation pour compléter ce que j'ai pu dire à ton sujet? Déjà, je trouve que tu as super bien résumé. Et étant une grande fan de ton podcast, je me suis revue avec l'écouteur dans les oreilles en train d'écouter tes précieux épisodes. Ce que je rajouterais, c'est que j'ai vraiment appris l'amour de A à Z. Je suis partie d'un schéma plutôt sympa où je répétais le schéma de la trahison pendant plus de 7 ans, avec le mécanisme où mes partenaires me quittaient pour une autre personne. Et au départ, je me suis dit, bien sûr, un de perdu, 10 de retrouvé. J'essayais de remettre en question mes comportements, mais malgré ces prises de conscience, en fait, je me rendais compte que non seulement ça changeait pas la situation, mais qu'en plus, mon sentiment d'insécurité, ça empirait avec le temps et avec la répétition. Et pour moi, ce qui a vraiment changé la donne, c'est le jour où je me suis rendu compte que finalement, tous ces schémas amoureux, c'était pas dans ma tête, mais vraiment imprégné au niveau du corps, au niveau du système nerveux. Donc là, tu nous as donné un premier exemple de schéma répétitif en amour, qui est donc le sujet de notre échange d'aujourd'hui. Comment est-ce que tu définirais cette idée de schéma répétitif? C'est tout simplement, en fait, des mécanismes qui nous desserrent dans les relations amoureuses et qui expliquent un petit peu nos résultats en amour. Donc, comme moi, par exemple, ce sentiment d'avoir toujours le même scénario qui se répète, des personnes qui ne veulent pas s'engager dans la relation, des personnes indisponibles, avoir le sentiment d'être dans la dépendance affective, ça peut être un premier cas de figure. Ça peut être aussi ce sentiment que les relations, ça nous prend beaucoup d'énergie, ça génère beaucoup d'insécurité, qu'il y a un enjeu souvent derrière, cette sensation un peu de marcher sur les œufs, de pas savoir quoi faire de juste ou de faux. Ça peut être aussi d'avoir le sentiment d'attirer les mauvaises personnes à soi, et on comprend pas pourquoi. Et aussi se rendre compte en fait qu'on auto-sabote quelque part nos relations, c'est-à-dire que on se suradapte, on communique pas nos besoins, nos limites, on prend tout personnellement, on a conscience de ça, mais c'est comme plus fort que nous et on se dit mais
pourquoi en fait je gâche finalement des belles relations qui auraient pu continuer. Ça, c'était aussi mon cas. Ça aussi, c'est un schéma amoureux. Oui, et il me semble qu'il y a aussi une sorte de mécanisme inverse qui est les personnes que j'attire à moi, je sais théoriquement que ce sont des bonnes personnes, mais l'auto-sabotage, il est dans le fait de repousser les personnes, de ne pas s'en laisser approcher. Et dès qu'il y a un niveau d'intimité ou de sécurité émotionnelle trop important, en fait, il y a comme un espèce de truc qui disjoncte et je les éloigne. Est-ce que ça fait partie aussi des schémas que tu observes Oui, dans ta et pratique ça de peut coach? être vraiment contre-intuitif, c'est-à-dire ce sentiment que soit je suis attirée par des personnes indisponibles, je ressens beaucoup de papillons dans le ventre, c'est intense, j'ai vraiment cette attraction pour cette personne. Et puis quand il y a des gentils qui pointent leur nez, ça c'était aussi mon cas, ben, c'est presque trop prévisible, trop ennuyeux, ou j'ai pas la flamme et je comprends pas. Et en fait, ça demande de faire presque un choix impossible entre ben, la passion et la raison. Et la réponse à ça, c'est pas de ne plus avoir de papillons dans le ventre, mais d'aller comprendre un petit peu plus loin qu'est-ce qui génère finalement ces papillons. Oui, et pour les personnes qui nous écoutent, comment est-ce qu'elles pourraient, identifier qu'elles sont en train de répéter un schéma, par exemple, imaginons quelqu'un qui démarre une relation en ce moment. Est-ce que tu pourrais donner des clés pour, repérer, est-ce qu'elles sont en train de rejouer un schéma répétitif? Bah, c'est tout simplement observer les résultats qu'on a en amour. Quand vous commencez une relation ou si vous êtes en relation, ça vaut la peine d'aller voir, ok, qu'est-ce que je répète dans ma manière de faire dans toutes mes relations? Ou quels sont les scénarios qui se répètent dans toutes les relations? Et c'est souvent pas ce qu'on veut dans les relations, donc c'est là où on voit le delta. Ça, c'est un premier moyen d'identifier ces schémas amoureux. Le deuxième moyen de l'identifier, c'est de passer par nos sensations. À chaque fois qu'on a un sentiment d'insécurité qui vient pointer son nez, donc un sentiment d'insécurité, ça peut être dans le sens de panique à bord, attention, cette personne va me quitter, donc ça serait plutôt l'état sympathique en termes de système nerveux, ou bien de oula, il faut que je fasse ça, sinon cette personne va pas rester avec moi. Ou bien ça peut être plutôt dans la tonalité du désespoir avec l'état dorsal en se disant je suis pas assez bien pour qu'il m'aime ou j'ai l'impression de pas être assez pour pouvoir être aimé comme je suis. Toutes ces sensations corporelles, si elles sont, on va dire, en surproportion par rapport à la situation, ce sont aussi des indicateurs que finalement, l'histoire qui se joue, c'est une réactivation des histoires d'enfance qu'on a pu vivre et qui nous mettent en insécurité. Et je pense qu'il y a des personnes qui, arrivent à reconnaître ça, cette activation du système nerveux, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui, en fait, se sont tellement coupées de leur ressenti physique que qu'en fait, si tu leur dis, voilà, sois à l'écoute de tes signaux corporels, en fait, elles disent: «En fait, je ne parle pas cette langue-là». Et donc, moi, ce que j'aime bien proposer dans ces cas-là, c'est d'essayer de faire la correspondance entre peut-être que tu n'es pas en que tu n'arrives pas à te connecter à ce ressenti. En revanche, ta réaction au ressenti, ça, tu peux l'observer parce que c'est des choses que tu fais. Et donc, il y a par exemple, le côté un petit peu frénétique de, par exemple, vérifier est-ce que la personne m'a répondu, est-ce que la personne m'a répondu, est-ce que la personne m'a répondu. Ben, ça, c'est cette insécurité. Est-ce que tu peux donner comme ça un petit peu des indicateurs en termes d'action ou de réaction qui pourraient faire dire aux personnes attention, là, tu as un comportement, dans tes actions, tu as l'air d'être activé dans un sens ou dans l'autre. Oui, et bien ça, c'est vraiment en observant ce qui s'est passé. Donc, après coup, en effet, beaucoup de personnes sont totalement déconnectées de leurs sensations. Donc, un moyen de le faire, c'est, une fois que la situation est passée, d'aller regarder la situation et d'observer notre comportement. Et une première perspective qu'on peut se dire, c'est comment
est-ce que je percevrais, par exemple, mon amie ou mon ami IE, si elle me disait que dans le cadre de sa relation, elle était toutes les 2 minutes en train de checker son téléphone pour voir si son partenaire lui répond. Comment est-ce que je percevrais cet ami ou cette amie si il me disait que il demande à sa partenaire de combler tous ses besoins. Donc, en changeant de perspective, en essayant de prendre d'autres personnes que soi, ça peut aider à se dire, oula, je ressens en fait que les actions que j'ai effectuées, c'est peut-être pas dans le cadre d'une normalité et que là, ça vaut la peine d'aller creuser pourquoi il y a ce genre de surréaction et comment je peux me soutenir dans ces cas-là. Ouais. Alors, tu as parlé, tu as évoqué cette idée de la réaction en sympathique, en dorsale, et cetera. Donc là, tu fais référence au fonctionnement de ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Donc, on va pas nécessairement tout réexpliquer à ce sujet. Il y a des épisodes de Change ma vie qui parlent de ça. Donc, il y a le premier qui s'appelle Votre système nerveux et vous. Et on a un certain nombre d'épisodes qu'on mettra en lien dans la description de cet épisode pour les personnes qui voudraient en savoir plus. Néanmoins, dans le cadre spécifiquement de ces relations amoureuses, est-ce que tu pourrais nous indiquer qu'est-ce qui se joue pour cette impression de sécurité ou d'insécurité dans le cadre de nos relations et à quoi ça correspond cette idée du sympathique ou du dorsal? Oui, si tu veux, pour moi, le système nerveux, c'est l'attachement. L'attachement, c'est le système nerveux. Et ça, c'est pas que moi qui le dis. Il y a aussi la théorie polyvagale de Stéphane Porges qui l'explique que quand on est un bébé, en fait, notre capacité de nous sentir en sécurité en relation et de s'engager socialement avec les autres, elle est déterminée par nos interactions avec notre environnement et avec nos parents, nos principales figures d'attachement. Et qu'est-ce que ça fait? C'est vraiment un développement, si tu veux, physiologique où il y a la branche vagale ventrale qui nous permet de nous connecter à l'autre physiologiquement, de rentrer en contact comme toi et moi, par exemple. Eh bien ça se développe en fait dans l'interaction avec nos parents. Et donc on peut facilement comprendre que si dans nos expériences passées, principalement avec nos figures d'attachement, on a eu des moments où on s'est pas senti totalement aimé, où on s'est senti vulnérable, ou peut-être même si nos parents avaient toutes les bonnes intentions du monde, n'ont pas pu répondre à nos réactions émotionnelles dans la qualité et la quantité qu'on aurait aimé recevoir, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une empreinte, ça empêche le développement de cette branche vagale ventrale et ça peut avoir plusieurs conséquences. Ça peut faire qu'on a un état par défaut qui est plutôt un état d'insécurité, c'est-à-dire qu'on va évaluer finalement toutes nos relations avec cet angle de l'insécurité. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que physiologiquement, on est vraiment dans l'incapacité de démarrer ou d'évaluer nos relations avec la perception de la confiance, avec le sentiment qu'on peut être dans l'ouverture aux autres. C'est vraiment physiologique, on a cette difficulté. La deuxième chose que ça peut faire, c'est qu'il y a certaines situations qui vont réactiver des expériences de notre enfance. Donc typiquement, si on a eu dans notre enfance des parents qui valorisaient énormément les notes à l'école. Donc on devait performer à l'école, peut-être même performer au sport, enfin vraiment, notre valeur était vraiment liée à cette performance. Eh bien, qu'est-ce que ça peut générer? C'est dans toutes les situations dans notre couple où on a le sentiment qu'on doit performer. Typiquement, en début de relation, on a tous envie de plaire à l'autre. Ça va réactiver en fait notre sentiment d'insécurité, notre sentiment que il faut faire tout parfaitement et activer typiquement notre état sympathique où on va être hyper vigilant à ce que notre partenaire est en train de dire, à repérer si ce qu'on dit, ça lui plaît ou pas, et à essayer d'adapter notre comportement pour maximiser notre performance.
Donc ça, c'est le deuxième type de réaction. Ce qui peut aussi avoir comme impact, c'est notre sentiment de pouvoir revenir à un état de sécurité. Typiquement, si on a été dans une famille où il y avait beaucoup de conflits, et puis que la gestion des conflits, c'était assez, on va dire, pas très constructif, un petit peu avec beaucoup de hauts, de bas. On n'avait pas ce sentiment que c'était possible de parler de tout avec une certaine sérénité. Eh bien ça peut générer par la suite une grande difficulté à se remettre de situations qui sont stressantes, de revenir à un état de sécurité une fois qu'il y a eu un stress. Typiquement, dans le cadre du couple, on traverse des crises, on traverse tous des moments où on n'est pas forcément d'accord avec notre partenaire, puis en général, il appuie bien là où on n'a pas envie d'être appuyé. Et qu'est-ce que ça peut générer? On peut avoir ce sentiment de dire, mais ok, rationnellement, je comprends que la situation est passée, rationnellement, je comprends que le dialogue, c'était intéressant, mais je n'arrive pas à revenir à ce sentiment, ok, on tourne la page, c'est passé, on redémarre sur des nouvelles bases. Et donc, dans ces 3 exemples-là, en fait, la conclusion, c'est que tout ça, ça se passe avant l'utilisation de notre cerveau rationnel, avant l'utilisation de notre volonté. Et des fois, ça peut donner ce sentiment, mais je sais que je devrais pas réagir comme ça, mais c'est comme plus fort que moi et j'y arrive pas. Ouais, et ce que je trouve vraiment utile dans cette lecture de ces comportements, c'est que pour la plupart des personnes qui, justement, ont ces réactions soit d'hypervigilance, soit d'une forme de dépendance émotionnelle ou de se dire: «Mais enfin, j'ai des réactions qui sont disproportionnées dans un sens ou dans l'autre». Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se juge et on se dit: «Je suis trop comme ci, j'en demande trop, je suis trop émotive, je suis trop sensible». Et donc en fait, cette lecture de la situation et le fait de se dire: «C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi avant même que j'ai le choix de faire quoi que ce soit», l'espoir que ça donne, je trouve, c'est le fait de se dire, c'est pas parce que je m'y prends mal ou c'est pas parce que je suis une mauvaise personne, c'est quelque chose qui finalement est en moi. Néanmoins, le problème que ça peut poser, c'est que l'enfance, pour la plupart d'entre nous qui écoutons ce podcast, elle est loin derrière nous et que cette empreinte qui est à l'intérieur de nous, en fait, on peut avoir du coup une nouvelle difficulté qui se pose, c'est puisque je n'ai pas un accès conscient à ça, est-ce que je suis condamnée à avoir ces réactions-là sur lesquelles j'ai aucun pouvoir? Non, je suis un exemple vivant de ce qui est possible de changer. En fait, l'idée, c'est justement déjà de se lâcher un peu la grappe, d'être un peu plus dans la compassion envers soi-même en se disant, OK, j'ai compris que mon système nerveux va toujours me faire chercher des modèles que je connais, que j'ai connus dans mon enfance, et va avoir tendance à me faire agir de la manière dont j'ai agi dans le passé qui m'a aidé à survivre à l'époque. Je comprends qu'il a une logique passée. Et maintenant, l'idée, c'est d'apprendre, en fait, à choisir une réponse adaptée. Et pour moi, il y a vraiment, je dirais, 3 grosses étapes. La première, c'est d'avoir conscience de ces mécanismes. Comme tu l'as dit, il y a des gens qui ont des fois de la difficulté à ressentir ce qui se passe en eux et de comprendre en fait tous les mécanismes qui se jouent dans les relations, les schémas amoureux qui se répètent, ça aide déjà à avoir au compteur de dire ah ok, quand je rentre en relation, je sais que mes biais c'est plutôt ok, plutôt tendance à me suradapter. Là, je sens que je me projette très vite en début de relation, ou bien j'ai plutôt tendance à construire mon double mur de sécurité pour être sûre de pas me montrer comme je suis. Et ça aide, en fait, quand on se retrouve dans la situation, de comprendre que ces automatismes, déjà, ils peuvent arriver. Deuxième chose, c'est dans cette compréhension, quand on arrive à faire cette traduction en termes de système nerveux, eh bien, on peut aussi commencer à apporter des solutions qui vont vraiment marcher. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par la tête, vu que c'est pas en rôle à ce moment-là,
de passer par le corps et de travailler sur la régulation de son système nerveux. Et pour moi, la régulation de son système nerveux, c'est pas juste de faire une respiration en réaction, c'est vraiment d'aller actionner 4 leviers qui vont aider le système nerveux à grandir en capacité. C'est-à-dire que oui, quand j'étais enfant, je n'avais déjà peut-être pas le choix de ma réaction et pas la capacité de m'aider moi-même. Mais là, à l'âge adulte, j'ai envie d'être capable d'accepter ou de prendre une certaine prise de risque en relation, de tolérer un certain niveau d'insécurité, parce que dans une relation, on ne peut pas contrôler l'autre. Et pour ça, j'ai besoin de grandir en capacité. Pour grandir en capacité, pour moi, il y a vraiment 4 leviers d'action. Le premier, c'est d'aller travailler sur ces traumas, sur ces empreintes de ces expériences passées dans le corps. Et ça, c'est vraiment un travail sur le corps et en individuel pour aller travailler sur le mécanisme qui fait que ça déclenche cette action. La deuxième, c'est de travailler sur cette fenêtre de tolérance, c'est-à-dire de aller confronter petit à petit, doucement mais sûrement, dans un cadre suffisamment sécurisant, ce qui nous fait peur. Pas le choix. Le troisième axe, c'est l'aspect plus de santé, parce que des fois, quand on a eu beaucoup d'événements qui ont impacté la régulation de notre système nerveux, eh bien, ça a une influence sur notre état de santé, sur l'inflammation dans le corps, et des fois, ça passe aussi par travailler sur avoir une meilleure santé pour soutenir notre système nerveux, pour ressoutenir sur la régulation de notre système nerveux, et bien sûr, apporter cette sécurité par le corps quand il y a des événements qui sont difficiles pour nous également. Et la dernière étape, et qui est pour moi la plus importante, c'est d'apprendre en fait la compétence qui nous a manqué quand on était petit. Les événements qui nous impactent, les schémas amoureux, c'est toujours lié à des moments où c'était trop pour nous, où on s'est senti vulnérable dans l'incapacité de surmonter une situation. Et l'idée, c'est en apprenant la compétence qui nous a manqué enfant, par exemple, le fait d'être capable de dire non à ses parents quand ils nous demandaient de faire des choses, ou de demander du réconfort quand on en avait besoin, des choses comme ça. Eh bien, en apprenant ça à l'âge adulte, eh bien, on aide notre système nerveux à comprendre que une autre solution est possible. Ah oui, je peux être en relation et aussi arriver à communiquer mes besoins et mes limites. Ah, je peux être en relation et je suis pas obligée de toujours être dans la performance. Et ça, en fait, c'est ce qui va permettre sur le long terme d'avoir cette capacité qui est grandie et plus avoir ce sentiment d'être tout le temps en insécurité, de passer, si tu veux, comme un cap. Ouais, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu mets en lumière, c'est que quand on est dans une forme d'insécurité dans une relation, on a l'impression que la réponse, ce serait que l'autre nous apporte la sécurité. Et parce qu'on se dit le contraire de l'insécurité, c'est la sécurité. Et, et en réalité, ça, c'est une fausse piste. Parce que comme tu l'as évoqué, par essence, une relation avec quelqu'un ne peut pas nous apporter un sentiment de sécurité. Et même, j'ai envie de dire, la vie, d'une façon générale, en fait, ce serait une illusion de se dire, je vais trouver une situation dans laquelle je serai parfaitement en sécurité. C'est pas ça l'expérience humaine. Mais j'aime cette idée que la réponse au sentiment d'insécurité, ce sont les compétences qui vont nous permettre de maximiser en fait notre sécurité. Et l'image qui me vient, c'est si on repart de la base de l'évolution de l'être humain, où en fait ce système nerveux autonome, il est activé quand il y a un danger qui menace notre survie. C'est si je pars à un endroit où il y a potentiellement des prédateurs, j'ai raison de me sentir en insécurité. En revanche, si on m'a appris à me servir de la lance, si on m'a appris à me cacher à un endroit où le tigre ne viendra pas me trouver et à retrouver le chemin de la caverne, ça ne veut pas dire que j'ai pas peur, mais ça veut dire que j'ai moins peur parce que je ne suis pas complètement démunie devant cette possibilité-là. Et donc, en fait, j'aime beaucoup cette idée parce que je trouve que le fait d'entrer en relation, ça nécessite effectivement une prise de risque, mais je trouve ça beau de se dire, en fait, je vais développer le courage
le courage de cette prise de risque, parce que sans risque, j'aurais pas de récompense non plus. Et que le seul moyen de ne pas risquer d'avoir le cœur brisé, c'est de ne m'engager dans, dans aucune relation. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment chouette, ces solutions que tu dessines. Est-ce que tu pourrais nous proposer un exercice pratique que les personnes qui nous écoutent pourraient peut-être mettre en place dès aujourd'hui dans une relation de couple qui est soit en train de naître, soit déjà installée, pour bah, cheminer dans cette direction, dans la direction d'un peu plus de sécurité de façon autonome? Oui, un exercice, que je trouverais intéressant, c'est d'expérimenter la pendulation ensemble. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet de réaliser que même si on sent de l'insécurité à l'intérieur de nous, il y a toujours un endroit dans notre corps qui éprouve de la sécurité et que finalement, c'est toujours possible que ces 2 choses coexistent et d'apprendre à en prendre conscience, eh bien, ça aide à reprendre aussi de la sécurité au niveau interne. Donc, si c'est OK pour toi, on peut faire l'exercice ensemble. Volontiers. Donc, ne le faites pas si vous êtes en voiture. Prévoyez un endroit où vous pouvez être au calme, où vous n'êtes pas dérangé pour pouvoir regarder à l'intérieur de vous. Et si c'est trop inconfortable, sentez-vous aussi le droit d'arrêter le processus. Il y a trop d'inconfort, c'est trop désagréable. C'est souvent des signes de grosse dérégulation, donc ne le faites pas si c'est trop pour vous. Alors, vous pouvez décider de garder les yeux ouverts ou fermés. Et je vous invite à regarder à l'intérieur de vous, à l'intérieur du corps, et de repérer une zone qui est pas la plus agréable, petite zone inconfortable ou désagréable. Ça peut être un endroit précis du corps et observez cette zone et essayez de donner ou de décrire cette zone. Est-ce qu'il y a une forme? Est-ce que cette zone désagréable a une couleur? Un poids? Est-ce que ça bouge? Observez la zone, essayez de la décrire avec vos mots. Des fois, il y a des pensées ou une émotion qui va avec cette zone. Si ça vient, identifiez. Et si c'est difficile de ressentir, peut-être observez tout simplement le rythme de votre respiration ou votre rythme cardiaque. Et maintenant, je vous invite à aller chercher au niveau du corps un endroit qui est un petit peu plus agréable que cette première zone. Ça peut être au niveau de l'assise de votre chaise, si vous êtes assis. Ça peut être au niveau des mains, dans le ventre, dans la poitrine. Cherchez une zone qui est un petit peu plus agréable. Et là, de la même manière, essayez de décrire avec vos mots comment elle est cette zone qui est un peu plus agréable. Est-ce qu'elle a une forme? Est-ce qu'elle a une couleur? Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle a une texture? Localisez cette zone qui est plus agréable et essayez de l'identifier.
avec vos mots, de la décrire. Est-ce qu'elle est plus légère? Est-ce qu'elle est diffuse ou est-ce qu'elle est localisée? Ressentez cette zone. Et maintenant, je vous invite à revenir au premier endroit où c'était un petit peu moins agréable et de conscientiser que ces deux zones coexistent, qu'elles peuvent cohabiter, cette zone agréable et la première zone qui était un peu plus désagréable. Et laissez ces deux zones coexister. Et peut-être que vous remarquez des changements au niveau de la première zone que vous avez observée. Peut-être que la zone désagréable a diminué en volume. Peut-être que sa couleur a changé. Peut-être que son mouvement s'est apaisé. Peut-être que vous voyez que votre rythme cardiaque ou votre respiration est un peu plus profonde et plus lente et régulière. Si vous ne l'avez pas ressenti pour cette fois, c'est pas grave, vous pouvez réessayer à un autre moment, peut-être de la journée. Et si vous l'avez ressenti, c'est le processus de pendulation qui vous explique tout simplement qu'en vous reconnectant à la sécurité dans votre corps, vous arrivez à apaiser l'insécurité que vous avez ressentie dans ce moment. Et si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez les réouvrir gentiment. Magnifique, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Sandy. Moi, j'avais un galet gris sur la partie gauche de mon front qui s'est dissolu. Donc, j'aime beaucoup cet exercice. Merci beaucoup, Sandy. Et donc, ce que je te propose qu'on aborde maintenant, c'est en fait, il y a cette idée d'expérience passée et d'empreinte dans le système nerveux qui peut créer ce sentiment d'insécurité. Et est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce qu'on peut faire pour apprendre à refaire confiance ou à se refaire confiance quand on a vécu des expériences difficiles? Qu'est-ce qui permet finalement de conduire ces changements sur le long terme? Donc là, tu nous as donné des leviers, mais finalement, si on regarde un petit peu plus en dézoomant, qu'est-ce qui permet de durablement amorcer et conduire ces changements? Pour reprendre confiance en son jugement, ça demande de le décortiquer. Ça demande de le sortir de sa tête, de le mettre par écrit. Je sais, c'est pas très glamour en amour, mais c'est pour comprendre en fait tous les facteurs qui influencent notre évaluation d'une décision. Et ça, c'est un exercice que je peux proposer, qui est dans mon livre justement, qui s'appelle « Évaluer ton jugement d'une situation ». Et en fait, la première étape, c'est de repérer l'état de notre système nerveux. Parce que ça, en fait, j'espère que l'épisode vous aura aidé à être convaincu, ça va déterminer les lunettes avec lesquelles on va évaluer la situation. Donc, typiquement, quand on est dans l'état sympathique, qui est plutôt l'état de hypervigilance, où on se méfie des autres, on va plutôt avoir tendance à s'imaginer le pire. Si on est en mode fuite, on va avoir plutôt tendance à essayer de se mettre des pots de saucisson devant les yeux et à imaginer le meilleur.
Et puis, si on est plutôt dans l'état dorsal, ben, on va être plutôt en mode désespoir, c'est fini, c'est la fin des haricots, on peut plus sauver la situation. Et ça, c'est le premier constat qu'on peut faire pour déterminer cette influence de nos schémas, de notre passé. Le deuxième, c'est vraiment de noter ce qu'on a du mal à évaluer. Donc, typiquement, on est un date, et puis on sait pas, voilà, on avait l'habitude d'avoir des contacts assez réguliers avec la personne qu'on est en train de dater. Puis là, on voit que les contacts s'espacent un peu. Donc là, noter l'évaluation, ça serait de dire, ben voilà, mon chéri, ma chérie m'écrit que tous les 2 jours au lieu de tous les 1 jour. C'est ce que j'ai du mal. Est-ce que c'est un manque d'intérêt? Est-ce que cette personne, elle est surbookée en ce moment, travail, ennui, etc. Vraiment le noter par écrit. Ensuite, c'est d'aller voir qu'est-ce qui a pu nourrir ce résultat dans nos actions précédentes. Moi, je dis toujours, une relation, c'est aussi un historique. Donc, potentiellement, les actions qu'on a fait avant, ça engendre les résultats qu'on a maintenant. Donc, aller se poser la question, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Comment moi j'ai agi dans les jours passés? Qui a pu nourrir ce résultat? Qu'est-ce que la personne, mon partenaire, mon date, a fait dans les jours passés qui aurait pu aussi nourrir ce résultat? Donc, typiquement, si on met la loupe vers moi, si dans les jours précédents, je commençais à envoyer beaucoup plus de messages parce que je sentais une insécurité qui remontait, forcément, j'attends plus de réponses, mais c'est peut-être pas ça donne peut-être pas envie à l'autre de nous répondre plus, ou peut-être que l'autre a pu se sentir fliqué, contrôlé, etc., etc. Un agissement de l'autre, peut-être qu'il nous a communiqué les jours d'avant qu'il allait avoir moins de temps, ou alors il a clairement dit qu'il avait besoin de se retrouver, de faire plus du sport pour lui-même, de faire plus des activités pour lui. Donc ça pourrait être 2 exemples d'historique. Et après l'étape, c'est d'accorder le bénéfice du doute. C'est de se dire, OK, ça serait quoi la meilleure interprétation possible dans ce cas de figure? Et là, je comprends que c'est une étape difficile, particulièrement si on se sent en insécurité. Tout le monde va dire, oui, mais Sandy, si je me cache ça, je vais encore plus souffrir. Je m'embarque dans des relations où c'est pas un intérêt réciproque, etc., etc. Oui, mais une personne, en fait, l'intérêt d'une personne ne se mesure pas à une seule action de sa part, ça se mesure par la répétition d'actions, c'est-à-dire, dans cet exemple-là, si la personne commence à moins répondre aux SMS et que vous vous voyez moins et que quand vous vous voyez, il y a moins de signes d'affection, de signes d'échange, ou que d'un seul coup, vous sentez la personne en retrait, c'est l'accumulation de toutes ces actions qui va vous donner vraiment la puce à l'oreille. Donc, donnez la meilleure interprétation possible. Dans ce cas-là, typiquement, OK, peut-être qu'il est un peu occupé, qu'il a besoin d'être dans une phase de déconnexion, hein. On n'est pas toujours 100% feu et flamme pour l'autre, c'est aussi normal. Et le 5e point, c'est de se dire, OK, comment je peux lever le doute? Comment, dans les faits qui vont arriver, je peux vérifier si c'est vraiment un manque d'intérêt ou si c'est autre chose. Donc ça peut être en allant discuter, en regardant, peut-être que notre date va nous dire, écoute chérie, là les 2 derniers jours, au travail, j'ai eu jusque ras la casquette, voilà, j'avais besoin d'avoir ce moment pour moi. Est-ce que cette personne continue à nous voir tout autant régulièrement? Et ça va nous permettre, en fait, petit à petit, en décortiquant chaque situation, chaque événement, de reprendre confiance dans son jugement. Des fois, ce qui peut être difficile, c'est si, dans nos expériences passées,
on a le schéma d'abus, donc c'est pas forcément des attouchements ou autres, mais c'est le schéma où on a constamment été au-delà de nos limites, donc soit par les autres, soit par soi-même. Typiquement, en ayant des comportements alimentaires, on va au-delà des limites de notre faim. Qu'est-ce que ça crée en fait ce schéma? Ça nous rend dans l'incapacité de ressentir notre corps, de ressentir nos limites. Et donc du coup, ça rend d'autant plus difficile notre évaluation d'une situation. Typiquement, on le réalise pas sur le moment, mais on le réalise après coup, parce qu'on a du mal à ressentir que nos limites ont été dépassées. Et donc ça, ce décalage-là, peut faire que juste répéter cette évaluation, ça suffit pas, et qu'il faut aller encore en plus dans la reconnexion de son corps, la reconnexion de ses limites et éventuellement un travail sur ces traumas-là. Ouais. Ouais, c'est passionnant et je pense qu'il y a une dimension qui, à mon sens, est clé dans le fait d'amorcer ces changements et de les conduire dans la durée, c'est l'état d'esprit avec lequel on le fait. C'est-à-dire que si on le fait en mode j'ai un truc qui est cassé, qui m'empêche de, et voilà, ok, il faut que je répare ce vieux véhicule pourri qui m'a été donné pour vivre ma vie, ça va donner une certaine ambiance et on va avoir cette espèce de, toujours ce jugement de soi, une forme de désespoir, de se dire, mais pourquoi est-ce que moi il faut que je fasse ça alors que tout le monde est parfaitement heureux en amour, etc. Et il me semble une sorte enfin, dans la conduite de ces changements, le fait d'être intéressé par son propre mode de fonctionnement, complice de ses propres failles, de sa propre histoire, et en fait de se dire j'ai envie avant tout de m'apporter ça pour moi, parce que je pense que je me sentirai mieux, et pas parce que ça me rendra plus facile à vivre ou plus facile à aimer par les autres. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'alliance avec soi-même qui est vraiment importante à générer et qui, justement, dans ces dynamiques relationnelles, c'est souvent ça qui se passe. C'est qu'en fait, on se sent en insécurité parce qu'on attend des autres qu'ils nous disent qu'on est digne d'amour et d'attention. Et donc, en fait, il faut retourner ça avant, développer son propre sentiment qu'on est digne de notre amour, qu'on est digne de notre attention. Et c'est ça qui permet d'enclencher tout le reste. Alors, je te remercie vraiment infiniment pour toutes ces pistes que tu as partagées avec nous et qui me paraissent vraiment tellement riches et précieuses. Si tu avais un message à adresser aux personnes qui nous écoutent et qui se sentent coincées dans leur schéma répétitif et un petit peu désespérées, voilà, qui désespèrent de s'en affranchir un jour, qu'est-ce que c'est le message central que tu veux leur adresser? C'est pas une fatalité, c'est changeable. Il faut comprendre sa logique, il faut comprendre où est-ce que la logique est enregistrée. Donc c'est dans votre corps. Quand vous comprenez ça, vous pouvez tout changer. J'en suis l'exemple vivant. Maintenant, ça fait 13 ans que je suis avec mon mari et je peux vous dire que la relation que j'ai avec lui, ça n'a rien à voir avec les 7 ans que j'ai répété avant. Et j'ai tout appris de A à Z. Donc si j'y arrive, vous y arrivez aussi. Merci beaucoup, Sandy. Alors, je veux recommander à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent ton livre qui s'appelle donc S'ouvrir à l'amour aux éditions Erol. C'est vraiment un très beau livre. J'espère que tu en es fière. Je l'ai trouvé vraiment très bien fait, très doux et très aidant. Je ne sais pas si aidant c'est c'est un adjectif tout à fait français, mais voilà, j'ai trouvé qu'il crée une sorte de bulle de connexion et de soutien. Et si c'est ça que tu voulais faire, c'est gagné. Ou d'autres, est-ce qu'on peut te retrouver peut-être sur les réseaux? Tu as un podcast? Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Oui, alors j'ai un podcast du même nom, S'ouvrir à l'amour, qu'on trouve sur toutes les plateformes. Il y a mon site internet, c'est Sandy Kaufman avec un F et deux N.ch. Et sur les réseaux, vous googlez mon nom en général, vous devriez me trouver quelque part. Et mon livre, il est disponible dans toutes vos librairies. S'il n'est pas en rayon, vous pouvez le commander.
Merci beaucoup Sandy, je suis très heureuse de cette conversation qu'on a eue et j'espère que les personnes qui nous auront écoutées, auront, pris des notes, auront fait la pendulation et emporteront tout ça, avec elles pour pouvoir, voilà, aborder leurs relations, présentes et ou futures, de la façon la plus sécure et la plus ouverte possible. Merci beaucoup Sandy.